Bonjour à toutes et à tous. Peut-on être français musulman? La question n'a rien de provoquant. Il faut aller au-delà des apparences, puisqu'en réalité, elle émane de la réalité, elle émane de l'actualité. Et c'est l'actualité qui est tranchante, provocante, délirante parfois et déroutante. Je viens d'apprendre que la DGIC, donc les services de renseignement intérieur, la DGIC aurait exclu 16 de ses membres depuis 2014, 16 membres exclus pour radicalisation islamique. Bon, je n'aime pas ce terme, je reviendrai sur le terme radicalisation plus tard, mais on est quand même en droit de se poser la question calmement, sereinement, de manière argumentée. Peut-on être français et musulman? Peut-on être un bon fonctionnaire français et musulman? Peut-on être un bon policier ou agent secret français et musulman? Puisque on n'est pas très loin de commettre une injustice et des discriminations sur la base de la foi ou de la pratique religieuse. Donc on est en terrain miné. Je vous propose de réfléchir ensemble, de parcourir ce terrain miné et de marcher entre les mines antipersonnelles déposées ici et là par les générations passées, parce qu'on récupère une situation qui empire depuis 40 ans, qui se met en place depuis 40 ans, et de marcher ensemble prudemment pour ne pas se faire exploser la tête, la gueule, et surtout de manière sereine et d'essayer d'arriver ou de toucher du doigt quelques solutions. Évidemment, je dis de manière sereine et calme parce que la réaction la plus naturelle, qui était la mienne au début quand j'ai lu cette news, cette nouvelle révélée par Le Parisien RTL, ma réaction naturelle, ça a été de ricaner et de dire, bah, vous voyez, vous avez dit que l'islamisation, l'avancée de l'islam en France était une chance pour la France, que l'introduction massive de la France était une chance pour la France, que c'était bien le droit à la différence, que l'islam est une religion de paix et d'amour, et ben voyez, le problème inextricable, le défi gigantesque que pose le fait islamique, la question musulmane en France, et notamment au niveau des services de sécurité. Bon, le ricanement a duré quelques secondes, puisque le ricanement n'est pas une réflexion, et puis la France mérite qu'on sorte de sa zone de confort, de la mienne, et de la zone de confort de gauche et de droite. La zone de confort de gauche, c'est de dire tout va bien circuler, c'est le déni absolu, le déni comme système de gouvernement. C'est le dogme actuel de notre cher président Emmanuel Macron, mais aussi de la classe politique depuis 30 ou 40 ans, parce que même quand la droite est de facto au pouvoir, quand elle a gagné les élections pro forma, elle ne gouverne pas, elle applique les idées de gauche. Et les idées de droite, la zone de confort de mes amis de droite, c'est de dire, voilà, l'islam c'est mauvais, c'est une espèce d'hostilité à l'islam qui ne va pas nous emmener très loin, puisque l'islam est en France et est devenu un fait français. Donc on peut toujours se lamenter, dire que c'était mieux avant. Si on aime vraiment la France, eh ben, il faut se retrousser les manches, prononcer des mots et manipuler des concepts qui peuvent écorcher la bouche pour essayer de trouver une solution qui soit autre chose que la guerre civile ou la capitulation. Bon, je pense qu'il faut tout d'abord relativiser les choses, dédramatiser les choses. L'infiltration islamiste dans les services de sécurité, police ou même justice ou services secrets de renseignement, DGSE ou DGIC, n'est pas la seule menace qui pèse sur nos services de renseignement, ou sur notre état de droit ou sur le régalien. Une des menaces les plus sérieuses, c'est notre caste politique, qui ne nous donne pas les ordres, qui ne sait pas orienter ce magnifique instrument régalien qui est l'état de droit français, police, justice, services de renseignement, armée. Elle ne sait pas les orienter. Nous n'avons plus de diplomatie digne de ce nom depuis les années Hollande, même Sarkozy avec la Libye. Vous vous rendez compte quel gâchis d'utiliser l'armée française pour massacrer Kadhafi et transformer la Libye en une Somalie méditerranéenne. Chapeau l'artiste, les artistes, parce qu'ils étaient nombreux. Vous voyez, on a 150 zones de non-droit en France. Est-ce que vous pensez sérieusement que la police et la DGIC les quadrillent? Non, évidemment que non. Il y a des héros à la DGIC qui certainement se portent volontaires pour s'immerger dans ces zones et se faire passer pour des islamistes ou des gangsters. Le problème, c'est qu'il ne suffit pas d'être un héros. Il faut avoir le contact avec la population. Alors, la population ne parle plus. Elle est terrorisée. Donc on peut infiltrer comme on veut. Même James Bond 007, si la population ne lui parle pas, il n'a pas d'information. Et la population, elle sait qui est salafiste, qui est gangster, qui est un petit frappe, ou qui se tient à carreau, qui veut juste progresser dans la vie. Parce que les hommes de nos droits ne sont pas que ce que les médias ou certains médias nous en disent. Il y a plein de gens bien, une majorité de gens bien. Sauf qu'ils sont démobilisés, divisés entre eux, et ils ont peur. Qui n'aurait pas peur? Moi le premier, j'aurais peur et je collaborerais avec les patrons du lieu, les gangsters et les salafistes.
Je ne sais pas ce que je ferai personnellement, mais très certainement, je suivrai la politique actuelle des gens qui vivent dans le banlieue, c'est-à-dire la loi du silence, et essayer de s'en sortir, de déménager de ces enfers sur terre que sont devenus nos zones interdites. Il y en a 150. La cause à qui? La faute à qui? La faute de nos chers politiciens. La faute de nos politiciens qui ont fait du clientélisme, qui ont vu monter les zones de non-droit, la sécession de ces zones, et ils n'ont rien fait. Où ils ont déversé les milliards de la politique de la ville, je crois que c'est plus de 50 milliards en plan de rénovation urbaine depuis 2003, c'est énorme. Je crois que c'est un plan Marshall. Pour rien. Voilà. Ça, ils l'ont fait sachant que ça ne servira à rien. Voilà, donc les menaces à la sécurité de la France et des services secrets, à leur intégrité, à leur efficacité, elles sont aussi dans cette caste politique française. D'ailleurs, comment voulez-vous prendre des risques et vous infiltrer dans un gang salafiste en France ou au Sahel? Donc la DGIC pour la France ou la DGSE pour le Sahel, ou s'infiltrer chez les Chebabs de Somalie, par exemple. Si vous voyez la tête de ce gouvernement, enfin, vous voyez le casting gouvernemental aujourd'hui, moi j'ai pas envie de mourir pour ces gens-là. Pour la France, d'accord, mais pas pour ces gens-là, je suis désolé. Personnellement, je ne parle pas au nom des services de sécurité, je leur tire mon chapeau de trouver encore des gens capables de se sacrifier leur vie pour défendre ce casting-là gouvernemental, qui n'est pas à la hauteur de l'instrument régalien dont ils disposent. Voilà, donc l'infiltration islamiste n'est pas la seule menace qui pèse sur les services de sécurité, les services de renseignement des GSI. Cela dit, il y a infiltration. Il y a toujours des infiltrations de la part lors de la guerre froide, durant la guerre froide, de la part de Moscou, des services de sécurité russes, soviétiques. Il y a eu des taupes, il y a eu des agents doubles, des agents triples, ça c'est sûr. Il y a eu des infiltrations de la part il y a certainement des infiltrations de la part des Chinois. Ils ne sont pas bêtes, et ils ont beaucoup d'ambition et ils sont en train ils infiltrent les entreprises françaises pour des histoires d'espionnage technologique. Ils sont certainement en train d'essayer d'influencer ou d'infiltrer les services de sécurité français. Pareil pour les cartels de la drogue. Les narcos, ils ne sont pas bêtes, hein, c'est leurs habitudes d'intimider, d'infiltrer, de corrompre les agents de sécurité. Pourquoi pas nos services de sécurité? C'est normal qu'ils le fassent, c'est aussi mieux que le monde. Les Américains font d'espionnage de leurs alliés, donc là aussi je ne serais pas étonné qu'il y ait des infiltrations. Et puis, on ne peut pas reprocher à la DGIC d'avoir embauché des linguistes musulmans ou des agents brillants d'origine africaine ou saharienne ou subsaharienne ou maghrébine, même, je ne sais pas moi, tchétchène ou autre, c'est de leur droit, ils ont le droit de le faire, ils ont le devoir de le faire pour des raisons d'efficacité opérationnelle. Puis on ne peut pas discriminer sur la base du faciès, c'est-à-dire si les gens sont bien, passent les concours, ils sont doués, il faut qu'ils fassent ce qu'ils veulent, quoi. Il faut qu'ils puissent travailler pour l'État s'ils ont envie de travailler pour l'État, et pour la DGIC si c'est ça leur vocation. On ne va pas reprocher à la DGIC d'avoir embauché des gens qui, au cours de leur vie, sont radicalisés. Ils auraient pu aussi se convertir au bouddhisme, je ne sais pas moi, devenir végétarien ou devenir anarchiste ou pacifiste ou antimilitariste. C'est-à-dire, ça arrive. On peut pas, les gens changent. Moi j'ai changé, vous avez certainement changé selon votre carrière professionnelle, émotionnelle, personnelle. Voilà, ça s'appelle les épreuves de la vie. Donc il faut raison garder, regarder les choses assez calmement. Il ne faut pas minimiser le danger. Il faut juste ne pas tomber dans la psychose. Le problème avec l'islam, c'est que l'islam, c'est pas le bouddhisme. C'est ça, c'est bête à dire, mais c'est vraiment ça. L'islam, c'est pas le bouddhisme. Hein. Moi, je ne connais pas d'agent triple ou d'agent double des services secrets français au service au service de l'intelligence indienne. Voilà. Les services de sécurité indiens. Ça serait ridicule. Enfin, si ça se trouve, je serais vraiment étonné. Par contre, dès qu'il s'agit de conversion à l'islam, ou ce qu'on appelle la radicalisation, on est tout de suite, on se met tout de suite en mode alarme. Et pourquoi? Pas pour deux raisons. D'une part, c'est que la civilisation islamique est, depuis 1400 ans, l'ennemi, le rival, l'adversaire de la civilisation française ou européenne ou occidentale. C'est le cas depuis 1400 ans. Depuis 1400 ans, nous sommes en guerre, ou en guerre froide. Donc là, c'est les insultes par sultan ou vizir ou roi très catholique interposé. C'est la course, la piraterie, les corsaires. C'est l'esclavage, les raids, les razzias. On met en esclavage, on réduit en esclavage les gens du Nord, ou les gens du Nord réduisent l'esclavage des gens du Sud. Voilà. C'est notre histoire commune autour de la Méditerranée, mais même d'Atlantique. Il y a eu des raids des corsaires du Maroc en Islande ou en Irlande. Je crois que c'est un même. En Islande, si je ne m'abuse. C'est hallucinant, mais c'est la réalité. Et quand on n'est pas en guerre froide, on est en guerre ouverte. Sur les croisades, c'est le colonialisme, donc français en Afrique du Nord. C'est aussi le colonialisme musulman en Espagne. Donc j'espère que je ne fais pas de révélation ici, parce que j'espère que vous n'avez pas été intoxiqué par le mythe de l'Andalousie. Soi-disant,
époque glorieuse où les 2 ou 3 civilisations islamiques, chrétiennes et juives auraient vécu en bonne harmonie, en bonne entente, la période glorieuse de l'Andalousie, elle a duré 50 ou 70 ans, à peu près. Je crois que c'est autour de la fin du 10e, début 11e siècle. Voilà. Après, c'est business as usual, confrontation, soumission, ressentiment perpétuel. D'ailleurs, l'Andalousie est une expérience coloniale musulmane, arabo-berbère, arabe et berbère, en Espagne, parce qu'elle a été au-delà de l'Andalousie, elle était jusqu'à Saragosse et du côté au nord de Lisbonne. Donc c'est une expérience coloniale qui a duré 800 ans, 700 ans, de 711 à peu près à 1492, à peu près, ouais. Et expérience coloniale complète, avec changement du mode de vie, acculturation, exaction, imposition d'une religion, persécution et tout ça. Voilà. Mais il y a eu des mêmes choses du nord au sud ou de l'est à l'ouest. Nous sommes dans un antagonisme qui est, je vais dire héréditaire. Oui, il est héréditaire. C'est notre histoire, on peut la changer. Charge à nous, à notre génération, de faire mieux que nos ancêtres. Nos ancêtres, jusqu'à présent, ils ont fait la guerre, froide ou ouverte. Donc quand vous avez quelqu'un qui se convertit à l'islam, il perçoit spontanément qu'il fait partie désormais d'une autre civilisation. Une civilisation qui s'appelle la civilisation islamique, qui est l'adversaire de la civilisation française. Alors certains arrivent à gérer les deux, et ils vivent une richesse spirituelle, une richesse cognitive, mentale extraordinaire, parce qu'ils voient le monde selon 2 filtres. Tant mieux pour eux, ça donne des grands artistes, des grands chanteurs, des grands esprits. D'autres le vivent comme un malaise, comme un déchirement. Vous savez ce que c'est que vivre comme ça, avec un fossé interne entre 2 mondes antagonistes, qui se font la guerre depuis toujours, c'est difficile. Hein. Et donc, ils préfèrent prendre une distance critique, voire faire preuve d'hostilité vis-à-vis de la civilisation qui leur semble la moins noble ou la plus dangereuse. Et souvent, ils préfèrent la civilisation islamique à la civilisation française. D'où la crainte des services de renseignement par rapport à la radicalisation, ce qu'ils appellent la radicalisation. Derrière, il y a la notion de civilisation, c'est-à-dire que les gens, spontanément, commencent à suivre un système de valeurs qui est plutôt hostile au système de valeurs français, et d'où le risque de trahir, parce qu'on parle de ça. Je vous disais à l'instant, l'islam n'est pas le bouddhisme. Il y a une deuxième raison à cela, c'est que l'islam est radical ou n'est pas. Où est-ce qu'on met le curseur? Mettez-vous à la tête d'un patron des services secrets ou même d'un commissaire de police. Où est-ce que vous mettez le curseur? Vous avez un collègue qui vous dit « je vais à la Mecque pour faire le pèlerinage ». Est-ce que ça c'est une preuve de radicalisation? Ou « chef, je fais le ramadan ». Ou « je ne fais plus la bise, je ne tape plus la bise à mes collègues féminines ». Ou « je ne mange plus de porc ». Où j'ai besoin de m'arrêter 5 fois par jour pour faire la prière. Pendant mon service, je crois qu'il travaille peu importe, je vais dire qu'il travaille sur 24 heures, 48 heures de repos, mais bon, imaginons. Est-ce que quelqu'un qui fait 5 prières par jour respecte les horaires des prières? Est-ce que cette personne-là est radicalisée? Moi, j'en doute. Hein. L'islam est radical ou pas? C'est-à-dire le dogme islamique, il est ce qu'il est. On ne peut pas accuser quelqu'un d'être radicalisé s'il applique le dogme islamique tel qu'il est. Moi, je suis de foi musulmane, mais je n'applique pas le culte, le dogme musulman, je le laisse tomber, en grande partie. Et c'est un choix. Moi, je fais partie d'une micro-minorité. Mais je ne reprocherai jamais à un musulman d'appliquer le dogme islamique. Sinon, il ne serait pas cohérent avec sa religion. Moi, je fais le pari, personnellement, c'est intime, que le jour du jugement dernier, je m'arrangerai avec le bon Dieu. Et je ne peux pas reprocher à d'autres personnes, même si elles sont agents des services secrets français, de suivre à la lettre les enseignements. En tout cas, le culte, la pratique musulmane. Or, cette pratique-là, elle pose problème, évidemment. Mettez-vous dans la peau d'un commissaire ou d'un patron de service secret qui voit ça. C'est inextricable, moi, j'ai pas de réponse. Moi, j'ai envie de faire confiance aux gens du terrain, aux patrons de service, directeurs, qui ont, je l'espère, le feeling de la nature humaine, les triples, le 6e sens, l'instinct pour sentir la situation, sentir la personne et faire le tri entre une pratique religieuse ou une radicalisation. C'est extrêmement difficile, mais je préfère m'en remettre à eux, on n'a pas vraiment le choix, sachant que ces gens-là sont nommés par la caste politique dont je vous ai parlé, et qui est une caste politique extrêmement... qui ne fait pas preuve de beaucoup de discernement. Donc je suis un peu inquiet si les gens qui dirigent aujourd'hui les services secrets ou de renseignement, j'espère qu'ils ne sont pas à l'image des gens qui sont au gouvernement. Sinon, il y a de quoi faire ses valises et
et s'installer en Australie, en Russie, très loin de ce gouvernement et de ces progressistes-là. Voilà. Je ne veux pas vous laisser avec une impression, un arrière-goût d'insatisfaction, de frustration, mais la situation est frustrante. Je disais en débutant la vidéo, la réalité est ainsi. C'est un thème inextricable, et quand on a introduit l'islam en France, il fallait y réfléchir. Il y a 40 ans, il fallait réfléchir à ces problèmes-là, parce qu'ils sont écrits, je vous dis, on est depuis 1400 ans à ce problème-là. Il fallait y réfléchir. La France est un pays d'intellectuels, pourquoi ils n'y ont pas réfléchi? Bon. Alors, notre génération doit trouver des solutions à ça, sinon on va vers la soumission ou vers la guerre civile. Il faut éviter l'un et l'autre. Alors comment on règle ce problème-là? D'abord il faut enlever les... Comment on dit en français? Il faut parler librement, il ne faut pas avoir peur de mettre le doigt sur les thèmes clivants, les thèmes sensibles. D'une part, il faut nommer les choses. Les mots ont un pouvoir normatif. C'est le début de la solution déjà, quand on nomme le problème. Ensuite, il faut admettre que la solution sera forcément partielle et insatisfaisante. Parce qu'on est dans le domaine de l'intime, là on est dans le domaine de la pratique de la personne. Et il y a le sacré qui est aujourd'hui l'individu, donc on ne peut pas empêcher quelqu'un d'avoir la liberté de culte, de conscience, on peut être musulman s'il le veut, ou même musulman pratiquant. On peut pas aussi, il faut aussi faire attention à l'autre sacré qui est la nation, l'intérêt national, le bien commun. Et c'est ce jeu d'équilibre que doivent faire les patrons des services secrets et notre génération. Il y aura certainement des injustices qui seront commises, des discriminations, ou des manquements au bien commun au nom de la liberté de culte, ou des gens qui seront discriminés sur leur foi musulmane, parce que par principe de précaution. Si on veut trouver un jour la solution, et vite, parce qu'il faudra trouver la solution très vite, il faudra d'abord nous réapproprier les méthodologies de lutte contre l'insurrection islamiste. Comment est-ce qu'on lutte contre un fanatisme? Surtout contre un fanatisme comme le fanatisme islamiste, qui est un fanatisme tout à fait nouveau. On n'a pas dans le logiciel français, on n'a pas de moyen de lutte, on n'a pas d'antidote contre l'islamisme, parce qu'on n'a jamais eu ce problème-là. Régler ce problème-là. On a eu à régler les problèmes de la réforme, de la contre-réforme, les cathares et tout ça, les francs-maçons, la laïcité, tout ça, mais on n'a pas eu ce problème-là avec l'islamisme. On n'a pas d'expérience commune, on n'a pas on n'a pas sédimenté d'enseignement. Donc il faut le faire très vite. Si on veut lutter contre un fanatisme, il faut être fanatique. Ce n'est pas avec des mesures techniques, électroniques, judiciaires, policières, sécuritaires, ou même économiques, que l'on va régler le problème du fanatisme islamique en France. Il faut bien sûr faire tout cela, mais il faut surtout mettre tout ça sous un parapluie, un chapeau qui est un fanatisme. Notre fanatisme. D'accord? Il faut qu'on invente notre fanatisme, qui doit être, comme tous les fanatismes, enflammé, intransigeant. Ça ne veut pas dire sans nuance. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'autocritique. Mais il faut être d'abord en voiture, d'abord marcher sur deux pieds. L'intransigeance et l'incandescence. Parce qu'on n'a pas affaire à une bande de végétariens ou une bande de hippies. Hein. C'est Al-Qaïda, Daesh et autres frères musulmans qui en veulent à la sécurité de la France, à la concorde civile en France. Voilà. L'ennemi est celui-là, il faut le nommer. Ils ne sont pas des amateurs, loin de là, ils ne sont pas bêtes, ce ne sont pas des amateurs. Donc ce fanatisme, quels sont ses contours? Bien, ça mériterait un livre d'ailleurs, mais on peut dire comme ça rapidement. C'est tolérance zéro avec le crime, puisque le crime, la délinquance, le phénomène racaille alimente l'islamisme, puisqu'il ouvre les yeux aux ennemis de la France, salafistes et autres, et on dit, bah voilà, l'État français est faible, la population est désarmée, impuissante, elle se laisse faire, elle se laisse casser la gueule, elle relâche tout le monde, la justice ne veut plus punir, la justice croit dans le mythe complètement hallucinant et débile de la réinsertion. Bien sûr qu'il faut réinsérer, mais il faut surtout surveiller et punir. Le rôle de l'État, c'est surveiller et punir. Et le rôle de la justice, c'est d'aider l'État à surveiller et punir. La réinsertion, c'est bien, c'est du bonus. D'accord? Ben, les islamistes, ils voient bien qu'on est complètement dans un délire d'auto-suicide. On se coupe les veines, on se coupe les veines avec la bonne conscience. On a un regard tranquille, on dit oui, on est humaniste. On se fait casser la gueule, notre jeunesse se fait tabasser. Il y a même maintenant un péage des coups de poing, j'ai vu ça, je sais plus, au coup de pied dans le sud-ouest. Si vous interpellez les gens en question, vous allez voir qu'ils sont tous des récidivistes. Parce que quelqu'un, quelque part dans un tribunal, a cru qu'ils allaient être réinsérés. Donc, tolérance zéro par rapport au délit, au crime, à l'offense, faite au pacte social. D'accord? Parce que le code pénal fait partie du pacte social. Laïcité absolue, non négociable. Vous ne donnez pas le petit doigt. Hein. C'est non, c'est laïcité absolue. On ne négocie rien. Égalité absolue homme-femme. Et puis, un amour du roman national. Quand je vous parle d'un fanatisme, c'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser... on ne discute pas le roman national.
D'accord? Donc repentance, ciao, zéro. On arrête. Évidemment, on reconnaît les crimes du passé, on n'est pas des sauvages non plus, mais on ne prête pas le flanc à une attaque, à une décrédibilisation, à la désacralisation du roman national. Je ne dis pas ça seulement par fanatisme, je dis ça parce que le roman national, c'est une partie du pacte social. Or, quand vous avez une société qui est multiculturelle, multiconfessionnelle, il faut que les gens trouvent un moyen de collaborer entre eux. Il faut qu'ils se fassent confiance. Il faut qu'ils collaborent pour le bien commun. Si vous voulez aller sur la Lune, il faut que les gens soient motivés. Si vous voulez régler les problèmes de la France, il faut que les gens soient motivés. Bon, les gens aujourd'hui ne sont pas motivés parce qu'ils ne se font plus confiance. D'où le narcissisme, l'égocentrisme et les comportements débiles des gens qui se réduisent à des identités de passage, enfin bon, à des trucs complètement hallucinants. Parce que les gens ne veulent plus collaborer parce que le roman national a été détruit. On collabore quand on a la même religion, quand la religion est vive. Là, il n'y a plus de religion en France qui est vive. Voilà, le catholicisme, c'est over. C'est fini. Donc, il ne nous reste plus que le roman national. Communion autour de ce roman national. Même si on sait qu'il a été écrit, réécrit et manipulé. On n'est pas candide, on n'est pas naïf. Mais le rôle du roman national, c'est de faire un ligament. D'ailleurs, on dit la religion, c'est ligar. Renégal, c'est créer des liens entre les gens. Pourquoi vous pensez dans les églises évangéliques ou même dans toutes les religions, les gens chantent pendant le culte? C'est pas pour la beauté du chant. Parce que quand on a les cordes vocales, tout ça, ces mélodies, elles tapent sur les parties du cerveau qui créent la solidarité entre les gens. C'est un langage, la musique. Ça crée une solidarité de fait, de facto, implicite, subliminale entre les gens, entre les membres, ceux qui pratiquent la religion. Et bien notre musique à nous, notre chant grégorien à nous, notre chant religieux à nous, ça va être le chant de la geste du roman national. Donc le fanatisme que j'appelle mes voeux, il faut qu'il réinvestisse et réenchante ce roman national. Il ne faut pas que ce soit le roman de la culpabilité française. Impossible. Et puis, comment dirais-je, il faut répondre aux angoisses du moment. Pourquoi les gens deviennent fanatisés? Pourquoi ils deviennent radicalisés? Même l'extrême gauche est un fanatisme, ou même, je sais pas, certaines pratiques végétariennes ou écologistes ou autres. Il n'y a pas que l'islamisme comme fanatisme. Pourquoi les gens s'enfuient dans le fanatisme? Pourquoi ils embrassent ces théories-là, ces dogmes-là? C'est parce qu'ils se sont angoissés. Ils cherchent des réponses qu'ils ne trouvent pas dans le mainstream. Quelles sont ces réponses aujourd'hui qui angoissent la France? À mon avis, c'est comment on gère un pays multiculturel. La France est devenue un pays multiethnique, multiconfessionnel. On peut dire que c'était mieux avant. Maintenant, la réalité est ce qu'elle est. Comment on gère un peuple comme ça? Comment on gère un peuple, une terre, une nation où il y a deux peuples en formation? Il y a le peuple français judéo-chrétien, même si je n'aime pas ce terme, et puis il y a un peuple en émergence qui est un peuple musulman d'origine africaine et maghrébine. Comment on gère ça? Moi, j'ai pas la réponse comme ça tout de suite. C'est un défi qui est inédit. Et les gens le sentent. Ils n'ont pas le droit de le verbaliser parce qu'ils se font casser la gueule par les progressistes. Et puis il faut aussi avoir certaines élaborations intellectuelles, peut-être, je pense, pour avoir les choses comme ça. Mais les gens le sentent très bien. Confusément, ils sentent qu'on va vers le clash. Que les lois ne sont... qu'il y a une partie de la France, des gens qui résident en France, qui ne veulent pas suivre les règles du jeu habituelles. Comment vous voulez, autre question angoissante, qui taraude, voilà, qui tord le boyau aux Français aujourd'hui, quel sera l'islam de demain en France? Est-ce qu'on va avoir un islam qui va se déployer, d'ailleurs un dogme islamique, tel que je vous l'ai décrit, le ramadan, séparation de femmes et autres, ou est-ce qu'on va limiter l'islam en France? Moi j'ai ma petite idée, vous la connaissez, mais il faut répondre à cette question. On ne peut pas laisser arriver 200 000 ou 400 000 immigrés par an en France, s'installer, grande partie musulmane, il ne faut pas se voiler la face. Et se dire il n'y a pas de problème. Il y a un problème, il faut le régler, dans un sens ou dans un autre. Voilà, donc c'est toute une énergie mentale qu'il faut mobiliser, et c'est le but de ce fanatisme-là. Il ne faut pas avoir peur du mot fanatisme. Les gens qui ont fait la révolution de 1792 étaient fanatiques. 1870, les gens qui ont fait l'Empire, Napoléon, tout ça, même la gauche a eu un certain fanatisme, parce qu'il faut. C'est une intransigeance et une certaine incandescence pour attirer les gens à vous. Les gens ne sont pas que raison, ils sont pulsions, ils sont émotions, ils sont passions. Donc pour remobiliser ce fanatisme-là, ce fanatisme, je dirais, du camp du bien ou du camp républicain, on pourra discuter des terres plus tard, il faut avoir de la volonté. C'est ce qui manque aujourd'hui. C'est la volonté de sauver ce pays. Pour la volonté de ne pas, l'ambition d'éviter soit la soumission, soit d'éviter la soumission et d'éviter la guerre civile. Il y a une troisième voie, c'est la voie de la volonté. Et on disait en France, dans les années 70, lors du choc pétrolier, on disait « nous n'avons pas de pétrole, nous avons des idées ». Pareil, aujourd'hui en France, nous n'avons pas l'expérience d'une question musulmane en France, d'une question islamique en France.
Nous n'avons pas l'expérience de la diversité ethnique confessionnelle en France, ça c'est vrai. Mais nous avons des idées. Et nous avons des tripes, surtout, j'espère. Donc c'est un appel à mobiliser la volonté, les tripes, l'émotion, la passion. Les émotions poussent les gens à voter dans un sens ou dans un autre, et les émotions alimentent les grandes idéologies. Donc reconnectons-nous, nous les amoureux de la France, aux émotions, à l'aspect sentimental des choses, pour trouver ce supplément de force que nous n'avons pas aujourd'hui, pour opposer au fanatisme islamiste, un fanatisme, j'appelle ça du bien avec un B majuscule, qui serait le fanatisme capable de proposer une troisième voie. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous l'avez appréciée, il faut faire ce qu'il faut faire, hein. Faut payer le péage comme on dit, donc cliquez, like, inscrivez-vous au canal et surtout diffusez-la, ça m'aidera beaucoup. Merci, au revoir.